merci. Je suis très honoré d'être invité ici pour cette conférence et je vais vous parler d'un exposé qui va être à la fois logique et un peu philosophique aussi. Donc je vais essayer de complémenter le travail de M. Beignet de tout à l'heure avec quelques modèles logiques. Voilà, donc il y a tout un groupe de personnes qui travaillent sur le transhumanisme. Où on est dans ce projet aujourd'hui? Moi je pense qu'il avance dans plusieurs directions. Et donc là j'annonce trois. L'affection, les résultats médicaux, la convergence homme-machine et le narcissisme technologique. Donc, ce que je compte faire, c'est de regarder rapidement les quatre et écarter le trois premiers pour faire une étude des échanges humains tout en analysant le dernier choix, ce qui était le narcissisme technologique. Donc, l'affection. Voilà la nouvelle image de l'homme. Est-ce que c'est ça qu'on voudrait devenir? Pourquoi pas? C'est nouvellement, pourquoi pas? L'objet transhumaniste réside dans notre imaginaire et ce qui sort de notre imaginaire, c'est des choses comme des livres, des films, etc. Il y a même une série à la télévision en ce moment sur Canal+. Donc les résultats médicaux, donc, tout ce qui est un peu fictif et prophétique, je vais essayer d'éviter de traiter. Les résultats médicaux, on vient d'avoir un joli exposé sur les avancées médicaux dans ce domaine. Mais je demande aussi, dans cette direction, le transhumanisme n'est pas un peu limité à développer un art et attirer l'attention parce qu'ils sont déjà d'accord avec pas mal de monde qui voudraient expérimenter le transhumanisme. Donc je fais confiance à leurs médecins pour gérer tout ça. Donc je ne vais pas traiter les côtés médicaux. Parce que les médecins en général sont en accord avec la version light du projet transhumaniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application inattendue. Donc s'il n'y a pas d'application très inattendue, c'est peut-être pas si intéressant à traiter. Donc pour moi en tout cas, avec mon arrière-plan en philosophie, sciences cognitives et sciences de l'information et de communication. Donc, ce que font les médecins, c'est de faciliter la vie des personnes âgées, contrer la maladie, faire progresser la chirurgie esthétique. Et donc, voilà, on va avoir un super exposé là-dessus. Donc, ces résultats plutôt techniques et médicaux, je ne vais pas les traiter. Ce sont des résultats physiques. Ce qui m'intéresse plus au point, c'est les résultats au niveau social, le côté social. Donc, passons maintenant sur la convergence personne-machine. On a cité tout à l'heure des gens comme Bostrom, Nick Bostrom, qui travaille dans ce sens, et aussi Kurzweil. Donc ce sont des projets qui sont avancés et assez séduisants pour beaucoup de monde. Ce que fait Kurzweil, c'est d'expliquer comment les capacités intellectuelles et physiologiques pourront être sublimées grâce aux technologies dans un avenir proche dans lequel génétique, nanotechnologie, robotique connaîtront des révélations qui les feront se rencontrer.
Donc, est-ce que c'est have a possibilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé pour beaucoup de gens dans le domaine. Donc, voilà, ce que je vais traiter, c'est surtout le narcissisme et comment on peut assimiler l'être humain. Donc, il y a dans ce domaine l'intelligence artificielle avancée, la robotique intelligente et cognitive, la réinvention de l'homme, son remplacement, pourquoi pas, allons-y. Donc voilà, on est à peu près à ce niveau maintenant, on avance tout doucement. Il y a quelques embûches de temps en temps, comme la personnification, qui refait surface dans la littérature, abordant les notions de cognition, comme avec Dennett, mais pas toujours en robotique, comme avec Brooks, l'équipe de MIT qui travaille sur la robotique cognitive. Voilà une photo du travail de Brooks, ça s'appelle COG, cet ordinateur, c'est un ordinateur robot, et c'est un projet qui était raté en 1995 déjà. Donc, le conseil d'ordre de médecin n'a rien à dire ici pour ce qu'on va faire, parce qu'il s'agit des éléments artificiels, des éléments non humains. Nous pouvons regarder de plus près le narcissisme technologique comme champ d'application de la philosophie transhumaniste. Et c'est une philosophie qui a été développée un petit peu ici aujourd'hui, et je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il y a des lacunes dans ce domaine. Ma hypothèse préalable, la simulation exacte de l'homme est faisable. Donc maintenant, j'engage l'étude des échanges humains. Voilà, il faut faire un petit peu de théorie de la communication pour s'en sortir avec ça. Donc, au départ, on avait la théorie mathématique des communications de Shannon et Weaver. Tout le monde les cite dans le domaine des sciences de l'information et des communications. Donc, vous avez deux pôles qui communiquent. En tout cas, l'interlocuteur 1 envoie quelque chose à l'interlocuteur 2 et il y a un petit peu de retour. Bon, je parle ici, mais il y a un petit peu de retour, un petit peu de feedback. C'est un modèle simplement symétrique de la communication interhumaine, mais en réalité, c'est une théorie générale de l'information. Ce n'est pas plus que ça. Le problème, c'est que les êtres humains sociaux ne sont pas simplement informatoires. Il n'y a pas que d'information chez l'être humain. Donc, il faudrait travailler un peu plus pour avoir une théorie qui tienne les routes pour expliquer comment fonctionne la communication interhumaine. Donc, avec le philosophe Paul Grace, on a vu qu'il a commencé à faire des travaux sur notre intentionnalité, c'est-à-dire que nos croyances, nos désirs, etc., et comment on s'en sert pour communiquer. Donc, ce qui engage ici, c'est l'empilage des intentions dans la communication, dans le processus de communication. Donc, on a des choses comme je sais que vous savez que je sais que X. Okay, il y a un processus comme ça, et c'est en continu. Et c'est jusqu'à l'infini. Donc il y a un petit peu un problème de cette théorie-là, c'est que c'est à l'infini, ça ne s'arrête pas. Donc on va arranger ça plus tard. Mais ce que Paul Grace a fait, c'est de nous sortir de tout ce qui est linguistique. Parce que les linguistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et regardez par exemple ici,
les paroles de l'interlocuteur 1 seulement, donc A, C, E, etc. Et il ne regardait pas du tout ce qui se passait de l'autre côté. Et ce que Bryce a fait, c'est de mettre les deux ensemble et analyser les tout. Donc c'est une activité qui est guidée par un référent. Le référent, c'est une notion, c'est un objet théorique qui tire les deux ensemble. Okay? L'humanisation dans la technologie, c'est-à-dire la simulation de l'être humain, entretient un certain degré de personnification chez l'homme envers son interlocuteur artefactuel. Est-ce que c'est à tort? Je ne sais pas, il faut que c'est à tort. Donc, si on regarde un modèle un peu mieux de la communication que ce que j'ai exposé tout à l'heure, on arrive à la communication idéologique. Donc, c'est une activité qui est guidée par la référence. Et l'histoire dans ce domaine a commencé avec les travaux de Bertrand Russell, qui a travaillé sur la logique de la relation, surtout dans les années 20. Donc, ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que la relation, ici, je représentais avec les flashs, mais deux flashs séparés. Ça représente ce que Russell appelait les converses de la relation. Et c'est ça qui manquait dans le premier modèle de communication. Il n'y avait pas de converse, il n'y avait pas les deux directions dans le modèle. Donc, maintenant, l'essence de la communication interhumaine est asymétrique. C'est-à-dire que le jeu ne peut pas faire avec le tu ce que le tu fait avec le jeu lorsqu'il discute de quelque chose. Okay? Donc, chacun a un rôle social, et ce rôle social est ce qui fait fonctionner la communication. La rencontre des deux rôles sociaux font que la communication fonctionne. Et le modèle aussi. Okay? Donc vous avez un jeu et un tu, et on change de rôle pour continuer la discussion. Le processus communicationnel chez les êtres humains fonctionne grâce à des règles de type social commun à tous. Et je stresse commun à tous. Nous n'avons pas, on peut juste simplement les donner à des machines, pourquoi pas? On va les donner ces règles aux machines. Donc comment faire? Bon, il y a un certain nombre de types de règles. Il y a des règles qui sont liées avec l'attitude envers l'autre, bienveillance avec l'autrui, les valeurs justes, un projet commun de société. Donc ça, c'est des règles plutôt dans une couche haute. Et puis il y a des règles techniques. La règle dont on entend, c'est la grammaire, la politesse et le timing, parce que de temps en temps, il faut céder la parole ou reprendre la parole. Et voilà. Donc, voilà le modèle. Le modèle qui fonctionne pour expliquer les communications. On a des règles de communication dans un cas, que je laisse ouvert, parce que ces règles se modifient tout le temps et changent de temps en temps. Par exemple, on ne parle pas aujourd'hui comme on parlait dans les années 50. Hein, ça a changé. On n'a pas le même comportement avec autrui. Donc, c'est parce que les relations ont changé un peu. Et donc, c'est la relation communicationnelle ici qui guide l'activité de co-référence. Hein. Les deux interlocuteurs convergent sur une notion, sur un objet théorique. Et donc, il faut être clair avec le modèle. On ne parle pas des choses ici, on ne parle pas des mots. Le concept, c'est un concept. Okay? Donc, on est dans un monde plutôt rationnel. Rationnel
et social. Il n'y a rien de physique dans ce modèle. Okay? C'est complètement abstrait et ça représente la couche sociale de communication. Ce qui manquait avant. Avant, on était dans un modèle qui prenait en compte que des choses physiques. Un modèle de transmission. Là, c'est le modèle de communication. Ok, donc appliquons maintenant ce modèle à la situation en machine. Hein? On va essayer de l'appliquer la situation en machine, parce que c'est ça qu'il faut faire, non? Donc il faudrait peut-être rajouter une couche, parce que là, la machine ne peut pas être à ce niveau-là, parce que la machine n'est pas quelque chose qui est intangible, il est forcément tangible. Donc, rajoutons une couche, et voilà, j'ai rajouté une couche ici en bas, dans laquelle j'ai inséré deux machines, hein, la personne biologique et la machine. On voit bien que la personne biologique garde une correspondance avec la personne sociale. Ok? Mais qu'est-ce qui se passait avec les relations? Les relations semblent tomber et ne marchent plus, les relations, parce que la machine n'a pas de correspondance là-haut dans le monde intangible. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste créer cette correspondance peut-être par la modification de l'ensemble de notre système cognitif collectif ou peut-être par décret d'État ou je ne sais pas. Il faut faire quelque chose pour la machine ici. Hein. Donc, en attendant, regardez un petit peu ce qu'il fait Ray Kurzweil. Voilà, il parle de toutes ces époques, et ces époques reflètent pas mal des choses qui se passent dans notre monde, mais au niveau physique seulement. Ici, par exemple, dans l'époque 5 et 6, je ne vois pas les réponses au plan social qu'il nous faut pour modéliser la communication transhumaniste de demain. Okay? Donc il n'y a pas de dimension sociale dans ce qu'il fait. Il parle des choses qui sont non biologiques, mais qu'est-ce que c'est non biologique? C'est un peu vague. Bon, je terminerai de traiter ça. Donc le petit embûche, c'est comment faire pour inculquer aux machines nos règles sociales et idéologiques, mais aussi notre sens de l'intentionnalité conjointe, c'est-à-dire le sens qu'on a de partager des croyances, de partager des désirs avec notre interlocuteur. Donc ça veut dire qu'il faut encore repenser le modèle. Donc ce qu'on fait pour accommoder la machine ici, ben, on enlève le couche en haut, on enlève le monde social et on reste avec le monde physique. Voilà, parce que en disant que la couche haute là-haut n'était pas nécessaire, maintenant il n'en est que dans le physique. Voilà, à propos de l'hypothèse préalable. Vous vous rappelez de mon hypothèse, c'était que la simulation exacte de l'homme était faisable. Voilà, à certaines conditions, à condition d'approuvir notre modèle théorique de la communication. Donc voilà, c'est fait. J'ai enlevé la couche haute du modèle. On n'a plus besoin de ça, voilà, en descend au plus bas niveau. Maintenant, prenez une autre hypothèse, notre hypothèse principale. La présence dans la société française de personnes artificielles ayant une apparence et un comportement identique à l'homme et, sur le plan communicatif, souhaitable. Donc c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui. Voilà, allons-y. Mais est-ce que ceci suscite quelques interrogations sociales encore? Peut-être, je ne sais pas. Voilà les rapports homme-machine. Regardons quelques phénomènes et exemples de terrain d'application pour voir si ce modèle-là, cette hypothèse-là, suscite quelques problèmes ou quelque chose au niveau social.
C'est sûr que dans le passé, pas très lointain, on s'est commandé avec une machine pour le donner un rôle dans la société. Le rôle était de jouer. Hein? On a accepté la machine pour jouer. Au tel point qu'un homme a perdu un match. Okay? Mais c'est quelque chose de très populaire, donc c'est accepté. Il ne faut que regarder les chiffres des connexions sur l'Internet pendant le rematch. Autre chose au niveau social, les enfants robotiques, pourquoi pas? Les enfants robotiques pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pourquoi pas? C'était la réponse d'un film. Le mendiant artificiel. Est-ce que le mendiant artificiel a un rôle dans la société? J'ai un petit film ici rigolo, je ne sais pas si ça va marcher. Ça, c'est une diversité française, ça. Non. Je pense qu'on ne va pas la faire. Ok, on va continuer.